Merci, Eliane. Est-ce qu'on m'entend bien? Et merci. Bonjour, Alex. Juste ajouter que ce qu'on présente aujourd'hui comme résultat de la recherche, ce sont les résultats d'une recherche partenariale dont on l'a fait en co-construction entre les groupes de chercheurs, Maud Léonard, moi, Florence Lucet-Lajeune comme coordonnatrice de la recherche, puis trois organismes, les CFP, EQAK, puis Relais Femmes. Qu'est-ce qu'on fait ressortir de cette recherche et avant de parler vraiment des résultats et de parler avec Alex là-dessus, juste rappeler que la recherche cherchait trois objectifs, dont le premier, c'était d'identifier ce que nous, on avait appelé l'écosystème de l'évaluation, donc les groupes d'acteurs, actrices qui sont en lien avec l'évaluation des organismes communautaires. Et on voulait aussi connaître quelles étaient les pratiques actuellement des organismes, les pratiques en évaluation, puis identifier aussi quels sont les obstacles et les conditions favorables pour les pratiques d'évaluation. Et rappeler aussi que les résultats dont on va parler aujourd'hui, Alex, sont les fruits d'une recherche mixte. On a mobilisé des données quantitatives parce qu'on a fait un sondage auprès de vous, organismes communautaires, avec des données qualitatives. Les données qualitatives, ils sont issues des discussions, des focus group réalisées avec les principaux groupes concernés, donc les organismes communautaires, les bailleurs des fonds et les accompagnateurs, accompagnatrices en évaluation. Et puis, on a fait, pour rentrer vraiment dans les détails, on a complété ça avec 4 cas en profondeur. Donc, on a étudié 4 cas d'organismes qui ont intégré l'évaluation, les pratiques d'évaluation dans leur culture organisationnelle. De tout ça, qu'est-ce qu'on ressort? Donc, la première chose que c'est important à souligner, c'est que nous, on constate dans la recherche, les organismes font de l'évaluation. Dans les sondages, c'est 93% des organismes ayant répondu au sondage qui nous dit qu'ils font l'évaluation. Plus encore, c'est pas quelque chose de nouveau. Lorsqu'on analyse les données, on voit qu'ils les font, 50% d'organismes, un petit peu plus de 50%, les font depuis plus de 15 ans. Donc, il a une expérience d'évaluation. Puis, si on voit d'autres données, on a séparé les organismes qui font de l'évaluation et qui font pas de l'évaluation, et on voit qu'il y a quand même des différences entre ces groupes d'organismes. Et par exemple, les organismes qui font de l'évaluation, ils engagent, du point de vue statistique, ils engagent plus de travailleurs, travailleuses que les organismes qui ne les font pas. Puis, il reçoit une proportion de financement des sources privées qui est plus significative. Donc, voilà quelques constats pour commencer. Comment cela résonne, Alex, dans la réalité des organismes que vous accompagnez au CFP? Oui, c'est une bonne question. En fait, Sonia, sur le terrain, comment est-ce qu'on voit ces résultats-là en quelque sorte? C'est sûr que nous, c'est des observations qu'on avait déjà faites. Puis en quelque sorte, là, on est venu préciser davantage d'éléments, comme par exemple le fait si on engage plus de travailleurs, travailleuses, il y a plus de chances qu'on soit en mesure de faire de l'évaluation. Ce qu'on voit, nous, c'est des organismes qui vont évaluer différents objets. Donc, autant des ateliers en éducation populaire que des cuisines collectives ou même que l'organisation d'action en défense collective des Trois. Donc, c'est hyper varié comme objet d'évaluation. Ça se fait aussi dans des types d'évaluation différents. Donc, on peut, par exemple, s'intéresser aux besoins, mais aussi à l'évaluation des effets des actions en tant que telles, des résultats. Puis, des fois, c'est l'appréciation d'une programmation aussi. Donc, il y a vraiment différents types d'évaluation en tant que telles. Puis, différentes utilisations aussi. Puis, la recherche est venue nous montrer que, en tant que telle, oui, on veut s'améliorer avec les résultats de nos activités en voyant les constats d'une évaluation, mais aussi, ça devient des outils de promotion, de communication pour se faire comprendre davantage. Donc, nous, c'est ce qu'on a vraiment beaucoup observé par rapport à ça, puis c'est ce qui est le plus évident là-dedans. C'est différentes approches. Hein? On en parle davantage d'ailleurs. Je sais pas si tu as envie de nous en parler un petit peu plus là, par rapport aux différentes approches qui sortent. Oui,
Par rapport à cette approche, on avait dans les questionnaires que peut-être plusieurs parmi vous ont répondu, mais quelque chose qu'on fait ressortir, qu'on constate, et que l'approche participative qui est menée pour et par les organismes qui est privilégiée dans l'évaluation des organismes communautaires. Mais on voit que c'est là, c'est ce qu'on appelle l'approche participative, c'est très large. Dans la réalité des organismes, c'est là pour prendre diverses formes de participation, d'implication des différentes parties prenantes. Et moi, je voulais arriver à un constat qui est peut-être un des constats les plus importants de l'analyse quantitative et qualitative qu'on a fait, c'est qu'on observe nous avons identifié deux grands groupes d'évaluation dans les organismes communautaires. Des pratiques que nous avons appelées des pratiques d'évaluation intégrées, qui sont caractérisées pour être des expériences qui s'intègrent au fonctionnement quotidien des organismes. Et ils sont un caractère réflexif et qui s'appuient sur une logique d'apprentissage pour remettre en question les actions interventions, pour être à l'écoute des membres qui sont en lien de l'organisme et aussi des participants et pour améliorer les interventions. Et un autre grand groupe que nous avons appelé des pratiques d'évaluation systématisée. Il s'agit dans ces cas d'expériences structurantes, des occasions qui vont permettre de valoriser les pratiques intégrées dans les quotidiens, des occasions qui permettent aussi de changer dans plusieurs cas la culture organisationnelle et qui vont être normalement déclenchées soit en réponse à une exigence, par exemple des bailleurs de fonds, ou en lien au besoin ressenti de l'organisme pour se repenser, donc des grands moments de réflexion. Et on observe dans ces cas qu'il a un besoin d'accompagnement parce qu'il s'agit de démarches qui sont longues, qui sont demandantes et qui demandent aussi beaucoup de ressources. Oui, puis de l'adaptation au contexte communautaire aussi, hein, effectivement. Parlons un petit peu des pratiques d'évaluation intégrée. Nous, notre hypothèse avant la recherche, c'était, puis même avant la première recherche de 2004, hein, c'était que l'ADN du communautaire, l'évaluation, c'est dans l'ADN du milieu communautaire. On voyait des approches réflexives, des réflexes, différents moyens de prendre le pouls. Par exemple, les tours de table après des ateliers. On a tous observé ça à certains moments. Après, on voit aussi des bilans, par exemple, un bilan annuel où est-ce que équipe, conseil d'administration, certains membres peuvent venir s'asseoir autour de la table et réfléchir davantage à l'action durant l'année. Ben c'est en quelque sorte des pratiques d'évaluation intégrées. Puis nous, on est heureux que ça ressorte dans la recherche comme étant une démarche valide, valable. Puis on voit souvent ça aussi. Bon, un des éléments, c'est qu'on c'est pas forcément reconnu dans le milieu par les personnes qui font ces pratiques-là comme de l'évaluation en tant que telle. Ça n'est pas forcément non plus au niveau des bailleurs de fonds. Fait que on voit une dynamique où, ben, en fait, il y a une approche réflexive dans le milieu. Les groupes ont des réflexions sur leurs pratiques, mais en même temps, c'est difficile à illustrer puis à venir, par exemple, appuyer dans un rapport annuel, là. Donc, il y a peut-être un intérêt de venir formaliser un petit peu l'évaluation intégrée ou du moins l'illustrer davantage. Puis la recherche nous l'indique aussi, hein, effectivement. Sur les pratiques systématisées, ben là, c'est évident, on parle vraiment de démarches qui sont structurantes et plus d'envergure. Nous, par exemple, on fait de l'accompagnement en évaluation des effets au Centre de formation populaire pour donner des techniques, des moyens concrets. Là, ben, on accompagne les organismes avec la technique du changement le plus significatif ou encore avec Evalpop. Fait que ça va être une démarche comme tu l'as décrite. Puis, ben, on y voit vraiment la valeur ajoutée, mais effectivement, ça prend des ressources et puis ça nécessite certaines formes d'accompagnement. C'est certain aussi que c'est plus exigeant et la recherche l'a bien illustré aussi parce que c'est des démarches qui sont très structurantes mais qui vont venir ancrer l'évaluation dans les pratiques.
nous, on pense que le meilleur des mondes, c'est quand on est capable d'avoir un petit peu des deux pratiques. C'est là qu'on est capable de renforcer la culture évaluative chez les groupes communautaires. Et la recherche nous a permis aussi d'identifier certaines conditions favorables, comme je disais tout à l'heure, et obstacles à l'évaluation. Pour les conditions favorables, on voit, et c'est des choses qui reviennent, conditions favorables et obstacles, et comment l'accès aux ressources financières, mais aussi humaines, ils vont faciliter, ils vont aider, ils vont soutenir l'évaluation. Et par exemple, on voit, et ça en faisant des analyses statistiques plus avancées, on voit qu'avoir un budget plus important et un nombre plus important de travailleurs-travailleuses augmente la probabilité de faire de l'évaluation, mais augmente aussi la probabilité d'avoir un recours à un accompagnement en évaluation. Et quant à la nature de l'accompagnement, là, on voit aussi que c'est une condition favorable, mais c'est pas dans les 100% des cas, c'est surtout dans les cas quand l'accompagnement est cohérent avec la vision, les besoins de l'organisme et quand c'est modulé selon l'ampleur, la nature de l'évaluation et les étapes de la réalisation. Quelque chose d'important aussi comme élément qui va favoriser l'évaluation, c'est l'intention et volonté de l'organisme de s'engager dans des processus d'évaluation. Puis, la compréhension et reconnaissance des retombées positives lorsqu'on fait ou on s'engage dans un processus d'évaluation. Mais celui-là m'intéresse. Les gens qui me connaissent savent que l'intention, la volonté des organismes communautaires de s'engager dans une démarche est hyper importante. Puis c'est là qu'on voit les fruits du travail, qu'on voit des résultats qui parlent pour l'organisme et puis qui, en quelque sorte, qui vont venir favoriser une appréciation. On aime faire de l'évaluation en tant que telle quand on est curieux de connaître les résultats en quelque sorte. Donc, on pense, nous, que l'évaluation peut même renforcer l'autonomie, au sens autonomie de pratique et de liberté de mission, là. Mais quand on maîtrise une démarche d'évaluation ou quand on maîtrise nos pratiques d'évaluation. Et à l'inverse, ça devient, et ça fait un peu la transition avec les conditions moins gagnantes, là, mais s'il y a pression pour réaliser de l'évaluation, c'est là qu'on remarque souvent que les conditions deviennent moins favorables, puis que c'est plus difficile d'avoir des résultats qui nous parlent, de faire une démarche mobilisante pour les personnes concernées. Tout à fait. Nous, ça en lien avec ce que dit Alex, avec ce qu'on observe dans la recherche, en identifiant les obstacles au renforcement des pratiques, on observe que un obstacle, c'est l'absence de valorisation des pratiques d'évaluation. Et c'est là surtout dans des pratiques quotidiennes qui sont moins visibles. Et l'insuffisance des ressources, c'est en lien avec les conditions favorables. Puis, on voit aussi comme obstacle qui, en 2020, lorsqu'on a fait la collecte de données et puis après l'analyse, il y a encore un flou entre reddition des comptes et évaluation. Donc, des fois, c'est tout mélangé et on a un travail à faire. Ah, Ben oui, effectivement. Le flou est présent, puis il est présent chez les groupes, puis également chez les barrières de fonds, mais la recherche nous indiquait que c'était vraiment chez les groupes qui avait une perception là, vraiment d'avoir un flou ou une ligne qui est pas bien découpée entre les deux. Puis en fait, nous, parmi les choses qu'on observe sur le terrain, mais c'est que on doit mettre de l'avant le fait que l'évaluation, on peut pas le prendre juste dans un contexte hyper pointu, précis, avec une démarche. Il faut le regarder dans son ensemble, puis on en parle cet après-midi, mais le regarder dans son écosystème, comprendre les dynamiques qui influencent le bon déroulement d'une évaluation. Puis, en quelque sorte, le rapport aux bailleurs de fonds est hyper important pour les organismes communautaires quand on parle d'évaluation. Fait que nous, on aime bien regarder l'évaluation comme un processus aussi de négociation quand il est abordé avec les bailleurs de fonds. Donc, les organismes ont davantage la démarche entre leurs mains, puis c'est pour leurs intérêts qu'ils vont faire l'exercice dans ce cas-là. Donc, ça permet d'aborder le flou. C'est comme nommé en tant que tel quand c'est négocié. Et finalement,
Ce qui nous permet la recherche, c'est d'identifier certaines recommandations pour les différents groupes concernés à l'évaluation des organismes communautaires. Vous l'avez dans les résumés, dans la synthèse et la recherche qu'on a laissé sur les tables, mais si on vient à ces recommandations, pistes d'action pour les différents groupes concernés, à partir de la recherche, nous identifions pour les bailleurs de fonds les besoins de reconnaître et valoriser l'apport des pratiques d'évaluation propres aux organismes communautaires, de prévoir des espaces de négociation, comme disait Alex, des espaces de négociation où les rapports puissent être plus égalitaires, de clarifier la distinction entre reddition des comptes et évaluation, agencer les attentes des évaluations aux besoins, mais aussi aux capacités des organismes, d'ajuster et simplifier les démarches d'évaluation demandées aux réalités et capacités et d'assurer l'accès aux ressources. Mais ce n'est pas juste pour les bailleurs de fonds, il y a des recommandations aussi qu'on peut faire ressortir à partir de la recherche pour les ressources de soutien et accompagnement. Par exemple, ce sont des ressources qui peuvent faciliter la négociation entre bailleurs de fonds et organismes et pour miser sur une sensibilisation du bienfait de l'évaluation. Et c'est là à partir des expériences concrètes. Faciliter aussi la mise en commun des connaissances, par exemple, à partir des communautés de pratique. Puis, pour les organismes, que c'est extrêmement important, et reconnaître et valoriser leurs propres pratiques. Les organismes font de l'évaluation, donc faire valoriser les pratiques quotidiennes et les pratiques systématisées. Puis, quelque chose qu'on a beaucoup entendu pendant la recherche, dans les discussions, c'est d'oser négocier. Il a un pouvoir de négociation qu'il faut prendre et pour que l'évaluation soit en lien avec la réalité des organismes et en lien aussi aux finalités et aux utilités qu'on peut faire en sortir de l'évaluation. Alex, un mot de la fin? Oui, bien, en mot de la fin, puis on va ensuite poursuivre vers les études de cas notamment, là, mais moi, je pense que l'évaluation, ben, il faut la mettre en perspective selon laquelle c'est dans l'ADN des organismes communautaires, puis que l'évaluation se fait déjà, comme la recherche le confirme. Reste à voir comment on peut valoriser ces résultats-là, les mettre en évidence, puis que ce soit au service de la transformation sociale, des grands principes de l'action communautaire autonome, par exemple, qui guident l'action du milieu communautaire. Mais merci.